Donc aujourd'hui, on va discuter de ce qu'est un bon plan et comment on fait une bonne planification. On va discuter de la méthode de planification en oignon, méthode qui a été déjà abordée durant la dernière présentation. Et puis on passera à travers les étapes d'un projet. Donc la première étape, la vision, puis après la release, l'itération et puis le jour. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de répondre à trois problématiques essentielles. Une première problématique de gouvernance. Donc comment créer un plan crédible, comment créer un plan presque fiable par rapport à ce qu'on s'engage à livrer, ce qu'on s'engage à faire par rapport aux bailleurs de fonds. Donc, comment assurer la création de la valeur pour l'entreprise et comment maximiser cette valeur tout en diminuant les coûts. Donc, quelques explications, très bref. Donc, une release, c'est une partie d'un produit qui peut être destiné à la mise en production. Donc, c'est pas le produit final, c'est une itération de ce produit-là qu'on va mettre sur le marché. Le cycle et l'itération, en fait, c'est les composantes clés d'une release. Donc, une release est composée de plusieurs cycles et itérations. On décompose une release. Généralement, une release, c'est quelque chose entre 3 et 9 mois. Une itération, c'est quelque chose entre une semaine et un mois. Donc, on décompose une release en plusieurs itérations et cycles pour avoir des résultats palpables assez rapidement et pour éviter l'effet tunnel. Donc, les points et les vélocités. Les points, c'est une métrique utilisée dans les projets agiles pour la mesure de l'effort. Et la vélocité, c'est la mesure de la productivité de l'équipe en termes de points. Donc, on dit une équipe peut produire 50 points d'effort pendant une semaine. Donc, une fonctionnalité, c'est un attribut d'un produit. Et puis, une histoire, c'est la décomposition de fonctionnalités en éléments élémentaires, en éléments granulaires. On va y revenir de toute façon durant la présentation. Donc, pourquoi une bonne planification est importante et pourquoi une mauvaise planification est catastrophique, peut avoir des résultats catastrophiques. Donc voilà, les ingrédients d'une planification, c'est quoi? Donc tout d'abord, en fait, on a une idée, c'est qu'est-ce qu'on voudrait faire. Et puis, quand on a cette idée-là, on essaie de juger d'abord par rapport à sa valeur. Est-ce que cette idée-là a de la valeur? Est-ce qu'elle a du succès? Est-ce qu'elle a quelque chose qui est unique par rapport aux autres idées, en fait, qui circulent? Donc, si on passe le deuxième filtre de la valeur, le pourquoi, on regarde quels sont les critères de succès. Donc, les critères de succès, ils devraient être mesurables. Donc, c'est des critères qui disent que si j'ai réalisé tant de chiffres d'affaires, mon idée, c'est un succès. Donc, si on a ces trois éléments-là, on passe à l'étape de planification. Donc, en corrélation avec les trois éléments fondamentaux de l'idée, donc la valeur, les critères de succès et le quoi. Donc, on définit une date. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Ou plusieurs dates. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça sur plusieurs releases? On définit une faisabilité. Est-ce que déjà c'est faisable? Et comment on va pouvoir faire ça? Et puis, on définit le prix. À quel prix on va pouvoir obtenir l'idée initiale à laquelle on avait pensé. Donc ça, c'est très important. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, il y a une décorrélation entre l'idée initiale et la réalisation. Donc la partie en noir et la partie en rouge. Donc les gens qui sont en train d'exécuter, ils sont coupés des gens qui ont eu l'idée initialement. Et souvent, ils n'ont pas la visibilité sur la valeur réelle de l'idée. Donc, ils peuvent se noyer dans le détail ou dans la complexité technique et dévier de la trajectoire qui fait en sorte que l'idée réussisse. Donc, il faut toujours avoir en tête, et on verra aujourd'hui, comment on fait pour avoir en tête l'idée, la valeur et les critères de succès pendant l'exécution du projet. Donc les plans sont très importants, on planifie toujours et on aime bien quand quelque chose est planifié. Donc ils façonnent vraiment notre vie, ils impactent notre morale. Donc, vous voyez bien comment les gens ils se comportent avant les congés, quand ils sont en train d'organiser, c'est une petite frénésie, les gens ils sont contents. Bien sûr la période scolaire et la période des vacances, les gens préfèrent souvent la période scolaire parce qu'elle est organisée. Il y a des gens qui viennent l'organiser, ça a un horaire fixe, ça démarre à une certaine heure, ça se finit à une certaine heure. On a vraiment un calendrier, alors que les vacances, c'est souvent un casse-tête. Dans les familles, les gens, ils sont pas tous unis dans leur idée de ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est souvent un casse-tête quand c'est pas organisé, quand c'est pas planifié. Alors, dans nos dialogues aussi, on parle souvent de plans. On a toujours envie de planifier. On planifie tout le temps, sans cesse. Donc, le plan du week-end, de la soirée, dans les gouvernements, le plan quinquennal. On planifie sans cesse. Et l'idée, c'est comment
faire en sorte que ces plans-là ils soient fiables et ils réalisent ce qu'on a voulu faire initialement. Là, je cite en fait un extrait d'un livre très intéressant de Edward Yourdon, qui parle en fait des conséquences d'une mauvaise planification. Donc, c'est ce qu'il appelle lui dans son livre les projets marchent vers la mort. Le problème, c'est que les gens ils planifient tellement mal que les projets marchent vers la mort sont devenus la norme et non pas l'exception. Ça devrait être l'exception pour quelques projets, mais c'est souvent la norme. Donc, c'est souvent des projets sur lesquels les gens ils travaillent beaucoup, hein, voire 14 heures de travail par jour. Ils travaillent les week-ends et ça finit en catastrophe. Hein. Ça finit avec l'épuisement, ça finit avec des ulcères, des dépressions nerveuses et même des divorces ou des problèmes familiaux ou des enfants qu'on ne voit pas. Alors, est-ce que c'est utile? Les gens diront oui, c'est le travail, c'est l'engagement professionnel, il faut quand même se dépenser pour arriver à un résultat quelconque si on veut avoir une quelconque utilité dans son parcours professionnel. Alors, le problème c'est que généralement c'est pas utile. Une autre étude qui est effectuée par un chercheur qui s'appelle Demarco, donc lui il qualifie en fait les heures supplémentaires au travail d'une bonne technique de réduction de la productivité et qui mène souvent à des résultats catastrophiques. Donc ça c'est extrait d'un livre très intéressant aussi qui s'appelle Peopleware, qui parle des résultats catastrophiques des heures supplémentaires sur la productivité. Donc généralement c'est assez simple, on va donner des exemples là. Donc, de mon expérience personnelle, quand on fait une planification qui est un peu chaotique, on arrive à des résultats qui sont assez bizarres finalement à la fin. Donc, souvent, en fait, quand on met une deadline et qu'on ne respecte pas cette deadline, alors le premier alibi qu'on va trouver, c'est le mensonge. Donc, on va mentir sur les fonctionnalités qui sont sur le produit, ou on va livrer quelque chose qui ne contient pas tout, en espérant que le client ne voit pas l'intégralité du produit. Bien sûr, ce qui se passe aussi quand on a des plannings qui sont assez courts ou qui ne sont pas adaptés à la réalité, c'est qu'on a un après-mise en production qui ressemble à des vacances. En fait, les gens, quand ils font un effort considérable, quand ils travaillent 13, 14, 20 heures pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour mettre en production un produit, les 2-3 prochaines semaines qui viennent après la mise en production, c'est vraiment les gens, ils n'ont pas envie de travailler. Et puis, il y a qu'à en témoigner par le tiroir des managers généralement et des gens qui sont en train de gérer les plans, de gérer les équipes et de gérer les deadlines. Il faut voir qu'ils ont souvent plein de cachets, de vitamines et de produits pour éviter de souffrir des erreurs qu'on fait dans les plans. Mais des fois, on est dans des situations d'urgence, on est obligé de faire en sorte que les équipes travaillent plus et parce que sinon la conséquence d'un travail qui se fera pas peut-être dans des heures supplémentaires ne sera pas complet. Donc comment on peut faire l'équilibre entre le bien-être et en même temps garder un bon rythme de productivité? Alors, les études mathématiques, en fait, elles montrent qu'on peut faire de l'overtime, mais il faut que ça soit réduit dans le temps. Un overtime prolongé, généralement qui dure plus d'une semaine, il réduit de façon dramatique la productivité des gens et la qualité de leur production. En fait, ça s'impacte pas que sur leur vie. Leur vie est une partie intégrante de la qualité du travail qui est produit. Donc, si quelqu'un n'est pas à l'aise, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a des problèmes familiaux, ça va se ressentir forcément sur son travail. Et si le travail contribue à créer ce malaise, contribue à créer ces problèmes familiaux, forcément la qualité du travail ne sera pas adéquate. Donc c'est vraiment une équation à double tranchant. Il faut vraiment éviter de pousser les gens à bout parce que ça va s'impacter sur le travail. On essaie de dire que business is business et ce qui se passe à la maison, c'est ce qui se passe à la maison, mais ça c'est vraiment une corrélation qu'on ne peut pas décorréler. En fait, c'est quelque chose qui sont vraiment liés. Et si quelqu'un est bien chez soi à la maison, s'il dort bien, s'il mange bien, s'il fait du sport, s'il fait des activités diverses avec sa famille, le lendemain, il sera apte à produire de la bonne qualité. Si c'est pas le cas, s'il travaille de l'overtime, il produira de la mauvaise qualité. Même s'il fait de la quantité en termes d'heures,
C'est pas la quantité qui prime, surtout dans les travaux de production intellectuelle. Quand on est en train de fabriquer un nouveau système ou de faire des travaux d'ingénierie, on n'a pas besoin de muscles, on a surtout besoin d'esprit. Et si l'esprit n'est pas clair, ben, ça va se ressentir sur la qualité du produit. Ça répond à la question? Oui, parfaitement. Donc, ce qui se passe sous l'effet de la pression, quand on a des plans qui sont assez chaotiques, moi, j'essaie de regrouper un peu les différents éléments qui composent l'effet pression, parce que l'effet pression, en fait, il fait ressortir plusieurs aspects. Donc, sous la pression, on a un ensemble on a une date d'abord qui nous met la pression, et on a un ensemble de fonctionnalités ou de choses à faire, et on a le comment on doit faire ces fonctionnalités-là. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens, sous l'effet de la pression, ils vont voir un ensemble d'éléments. Donc, il y a les motivateurs et les principes. Est-ce que les gens sont motivés ou pas motivés pour travailler et réaliser quelque chose qui dépasse en fait leur capacité de production normale? Donc, ils vont revoir cet aspect-là. On peut faire en sorte d'intégrer des motivateurs, des primes, des compensations, des repas. Mais à un certain niveau, ça peut pas être efficace. Alors, il y a la confiance qui s'établit entre la société et les employés. Il y a cette confiance-là aussi qu'on peut faire jouer sous l'effet de la pression. Il y a les relations que les gens ont au travail et comment les gens, ils veulent faire en sorte que ce produit-là, il réussisse ou ne réussisse pas. Il y a l'autorité aussi qui peut jouer dans le cas de la pression. Mais généralement, la pression, en fait, elle peut avoir un effet négatif sur pas mal d'aspects. Elle peut avoir un effet négatif sur les relations au travail. Elle peut avoir un effet négatif sur la confiance. Elle peut avoir un effet négatif sur la motivation. Elle peut avoir un effet négatif sur la transparence et la communication de l'information. Donc les gens, en fait, ils se cloisonnent et ils essaient de faire en sorte de gérer cette pression-là. C'est comme un ensemble de paquets qu'on veut mettre dans un espace qui est assez étroit. Donc à un certain moment, on va froisser ou casser un paquet, forcément. Donc on se retrouvera avec des résultats catastrophiques. Donc les causes d'échec des plans et de la souffrance des gens, c'est que quand on met un plan, en fait, généralement, on oublie en fait l'objectif initial. Donc ce qu'on avait cité au tout début, c'est le quoi et les critères de succès. Et donc les gens, ils se concentrent sur les tâches. Chacun fait sa tâche de façon individuelle. Faut voir que vraiment dans les entreprises, le travail en projet, le travail en mode projet, ça se traduit en fin de compte en un travail individuel. Les gens, ils communiquent très peu. Même s'ils sont assis dans le même endroit, il y a très peu de communication entre les gens. Ce qui fait qu'il y a peu de synchronisation et que les gens, en fait, ils divergent de la trajectoire initiale pour atteindre l'objectif et le résultat fixé. Donc, les plans, en fait, ils doivent pas être sacrés. Quand on met un plan, généralement, on le met initialement, on essaie de deviner, de prédire le futur. Mais il faut savoir s'améliorer au fur et à mesure et savoir, en fait, améliorer en fonction de l'information qu'on obtient. Donc, on le réduit ou on le prolonge en fonction des éléments qu'on obtient pendant qu'on est en train de faire le travail. Alors, un aspect aussi qui fait que les plans échouent et que les gens souffrent, c'est le travail multitâche. Donc, le fait que les gens travaillent sur une, deux, trois tâches en parallèle. Le switch entre les tâches, il est coûteux. On a la production et on a la concentration et l'effort de concentration pour se mettre sur la nouvelle tâche. Alors cet effort-là, en fait, il a été estimé de façon mathématique à quelque chose comme 15% de l'effort de production. Donc c'est quelque chose qui réduit en fait la productivité des gens. Et voilà. Donc la priorité aussi, donc généralement dans nos travaux quotidiens ou dans notre vie professionnelle, on manque de priorité. On ne met pas ce qui est prioritaire en premier. Et puis aussi, on néglige les incertitudes. Donc ça rejoint l'aspect sacralisation des plans. Et souvent, quand on nous pose une date par rapport à une question par rapport à un délai, une date de livraison, on mélange l'information qu'on obtient, c'est-à-dire l'estimation, et l'engagement. On considère que la réponse est vraiment un engagement ferme. C'est pas un engagement ferme, c'est vraiment juste une prédiction du futur. Alors, la planification en oignon, l'oignon, en fait, il a cette caractéristique-là. Donc ça, c'est un extrait d'un petit poème donc qui met en valeur l'oignon. Entité souveraine et chef-d'œuvre fini, l'un mène toujours à l'autre, le plus grand au plus petit, celui-ci au prochain, et puis à l'intérieur. C'est une fugue concentrique, l'écho plié en cœur, l'oignon, ça s'applaudit. Et donc voilà, en fait, ça c'est vraiment le principe de la planification en oignon, c'est de passer d'une couche à une autre sans perdre le lien.
Donc c'est toujours avoir le lien entre la couche vision, la couche release, la couche itération et la couche jour, en ayant toujours en vue des différentes couches pour la réussite et le succès du projet par rapport aux objectifs initiaux qui ont été fixés par ceux qui y ont eu l'idée initiale. Donc, première chose à considérer, premier principe de la planification en oignon, c'est la loi du rendement diminution. Donc, cette loi-là, en fait, elle dit que plus on met d'efforts sur quelque chose, plus à un certain moment, en fait, on va baisser au niveau de précision. Et l'effort qu'on met initialement sur quelque chose, il est souvent très gratifiant. Donc, peu d'effort initial est souvent très gratifiant. Et si vous voyez en fait dans la courbe n'atteint jamais les 100%. Donc il faut considérer que les estimations ne seront jamais parfaites. Donc il faut savoir s'arrêter à un certain moment et dire on a atteint une limite acceptable par rapport à l'incertitude qu'on avait initialement par rapport à ce plan et on va arrêter à ce niveau-là. Bien sûr, c'est un principe de la planification en oignon, c'est dans le chaos que naissent les opportunités. Le chaos en fait, c'est le chaos des projets. Quand on démarre un projet, surtout sur quelque chose qu'on n'a jamais fait, on a souvent beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est un chaos. On ne peut pas le maîtriser initialement. On le maîtrisera au fur et à mesure. Au moment où on découvre, on touche et on palpe pour avoir plus d'idées par rapport à ce qu'on voudrait faire. Et donc, c'est dans cette expérience, dans cette expertise qu'on est en train de acquérir un nouveau savoir et que de nouvelles opportunités d'amélioration du produit initial et d'amélioration des délais que vont surgir en fait au fur et à mesure qu'on découvre des choses. Donc ce qui signifie en fait c'est généralement à l'opposé de ce que font les projets classiques. Les projets classiques en fait faits de façon traditionnelle, ils sont contre le nouveau savoir. Donc, ils estiment qu'on a toutes les compétences, toutes les capacités initiales pour produire le produit final. Et ils font un plan, ils élaborent un plan en fonction de ce savoir initial. Or, ce savoir initial, il n'est pas complet. Généralement, ce qu'on devrait faire, c'est considérer le nouveau savoir qu'on acquiert comme une fin, quelque chose qui va nous permettre de réduire l'incertitude et d'améliorer au fur et à mesure le plan et le projet. Alors, si l'ajustement est continu, est-ce qu'on ne risque pas de s'éloigner de l'objectif initial si on fait des ajustements, des changements en continu? Pardon. Je vais citer une histoire ici en fait qui est très intéressante. C'est un chef de projet qui l'a relaté en fait. Il avait une idée d'un projet qui était très intéressant au début. Et donc il a donné en fait cette idée-là à son équipe de façon très détaillée. Et puis il est parti. Il a eu un déplacement de 6 mois à l'étranger où il devait faire une autre mission. Quand il est revenu, l'équipe lui a présenté le projet tel qu'il l'a planifié au tout début. Et sa réponse, elle était sincère et honnête. Il a dit c'est ce que je vous ai demandé, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même l'utilisateur, quand il a une idée en tête, il n'a pas tous les tenants et aboutissants de l'idée. Il connaît pas tout ce qu'il veut produire. Il sait que il a une idée, mais il n'a pas tous les détails de cette idée-là pour que ça devienne un succès. Et ce détail-là, il émerge en fait au fur et à mesure qu'on est en train de construire. Plus on touche à un aspect, plus on a d'idées et de conceptions par rapport à l'aspect qui suit. Et donc c'est ce qui fait que l'idée classique en fait des projets qui réussissent, c'est un projet qui arrive à temps, qui arrive conformément au budget initial qui a été fixé et qui remplit toutes les fonctionnalités initiales. C'est une idée qui devient de plus en plus obsolète parce que les projets qui réussissent actuellement, c'est des projets qui se recréent au jour le jour. C'est des projets qui acquièrent de la valeur en fonction des éléments qu'on est en train de construire, donc qui ne sont pas forcément conformes à l'architecture et à la conception initiale qu'on a donnée, parce que c'est une conception qui est limitée. Donc la puissance de la planification en oignon, c'est que on planifie souvent tout ce qu'on sait, on le planifie. Tout ce qu'on ne sait pas, on le planifie pas. Donc on planifie ce que les Américains appellent the last responsible moment. Donc au dernier moment possible. Et plus l'événement est loin, moins on mettra d'efforts dans la planification. Oui, maman. Généralement, quand on planifie, c'est pour avoir une visibilité à long terme. Donc, à quoi sert de planifier au dernier moment?
Ah, c'est pas planifié au dernier moment, hein. Il y a un mot qui manque, c'est planifié au dernier moment possible. Donc on arrête déjà, on fait un plan, mais on essaie de planifier en fonction de l'information qu'on obtient. C'est-à-dire, on va donner des dates, on va souvent donner des dates, mais quand on veut donner des dates qui sont très éloignées sur le calendrier, on donnera une date en fonction de marge de temps. On dira, on pourra livrer ça, on pourra faire ça pendant cet intervalle de temps-là, entre un mois, 2 mois. On ne donnera pas une date précise parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Et plus on avance dans le temps, plus on donne des choses concrètes et on sait ce qu'on va produire, plus on va donner des dates qui sont un peu plus précises. Donc on va réduire l'incertitude à la semaine ou au jour. Plus on avance, plus on a de certitude et plus on peut s'engager sur une date de livraison. Ça ne sert à rien de créer un plan qui est vraiment 100% décorrélé de la réalité. Les gens, en fait, actuellement, ils créent des plans, ils abandonnent les plans et ils travaillent. Le plan, ça sert juste comme alibi pour se rassurer psychologiquement, pour dire voilà, on a un plan. Mais les gens, ils déraillent souvent des plans parce que les plans, ils sont décorrélés de la réalité. Nous, l'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est d'avoir des plans qui sont concrets, fiables et crédibles, donc qui sont proches de la réalité. On ne veut pas que notre plan il soit toujours dans le domaine de la fiction et que notre travail, ça soit la réalité, que ce soit deux mondes à part. Nous, on est en train de faire le pendant, de faire le lien entre ces deux mondes pour arriver à quelque chose qui est réel et qui est fiable. Donc c'est ça l'objectif en fait de cette planification au dernier moment possible. Et généralement en fait, ça rejoint une idée ici de la puissance de la planification en oignon, c'est que ça réduit les pertes. Alors généralement on fait beaucoup d'efforts de planification et cette planification elle ne sert à rien. Personne ne croit dans les plans qu'on produit actuellement parce que les plans ils sont décorrélés de la réalité. Alors que les plans ils coûtent beaucoup. Ils coûtent beaucoup d'efforts pour être produits, ils coûtent beaucoup d'efforts pour être élaborés, beaucoup de conception, beaucoup d'idées initiales, et tout ça c'est jeté dans la poubelle. Donc c'est beaucoup de pertes qui ne sert à rien. Alors la planification au dernier moment, ça donne de la flexibilité. Ce que j'entends par flexibilité, c'est la possibilité de modifier les fonctionnalités du produit, notre façon de faire, quand on découvre en fait une façon qui est plus optimale. Donc ça rejoint la première idée qu'on avait dit de gouvernance, c'est comment faire en sorte de maximiser la valeur tout en réduisant les coûts. Si on met un plan figé, gravé dans le marbre initialement, et qu'on dit voilà notre plan, il faudrait qu'on le respecte de A à Z, qu'on ne dévie pas de ce plan-là, on aura un problème parce que si on trouve une solution qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus pratique et moins coûteuse, on ne pourra pas la faire, étant donné qu'on a planifié initialement tout ce qu'on veut faire. Et puis, surtout, le plan qui est fait de cette façon incrémentale et qui se fait à la dernière moment, il accroît la communication et réduit les tensions. Parce que les priorités des gens, elles changent en fait. Si tu as un client aujourd'hui et qu'on est en train de développer ensemble un produit qui va être livré d'ici 1 an, les priorités du client ils changent en fonction de son management, en fonction de la réalité du marché. Il ne maîtrise pas la réalité du marché, il ne maîtrise pas la concurrence. Donc il voudrait peut-être sortir ce produit en avance de phase. Et il faudrait que ce plan-là, il puisse tirer profit de cette information-là et s'adapter pour réaliser les besoins de ce client-là, parce que c'est lui qui désire le produit initialement. Donc si on se met sur un plan sur le long terme qui dépasse les 3 mois, 4 mois, 6 mois, on va tomber dans une contradiction parce qu'on va tomber dans l'insatisfaction du client. Parce que le client, il n'aura plus besoin de ce produit-là au moment où nous, on va le livrer, puisque sa réalité a changé. Donc du coup, ça réduit cette tension-là qui souvent on voit dans les projets et qui fait que les clients ne sont pas satisfaits de la production. Donc les étapes de la planification en oignon, donc c'est définir la vision projet, donc ce qu'on avait dit initialement, c'est le quoi et les critères de succès. Et puis, dans un premier temps, c'est définir 2 dates de release. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe vraiment les dates de release. On fixe le temps et puis on regarde ce qu'on peut faire en termes de fonctionnalité dans cette release-là. Et bien sûr, pour arriver à être concurrentiel, pour aller vite dans la production de produits qui satisfont les clients, on essaie de voir le minimum de fonctionnalités vendables qu'on peut mettre dans une release. Ça permet en fait de produire des releases qui peut être mise en production ou pas, mais au moins on a quelque chose qui est complet, qui peut être présenté à des acheteurs ou à des clients potentiels, mais qui vient vite et qui se rapproche de ce que le client veut initialement. Donc ça le rassure par rapport à la production, ça le rassure par rapport à l'avancement, et ça nous permet aussi de nous motiver, équipe de production,
par rapport à notre capacité de produire quelque chose qui est vraiment réel. Donc, quand on fait ça, on essaie de placer les fonctionnalités dans la release et ceux qui ne sont pas prioritaires, on les place dans la deuxième release. Après, pour les fonctionnalités de la release, on les découpe. On a dit que la fonctionnalité, c'est un gros bloc. Les histoires, c'est les petites tranches en fait de cette fonctionnalité, les petits éléments de cette fonctionnalité. Donc, on les découpe en fait en histoires élémentaires pour les faire rentrer dans le cycle, donc dans l'itération, et détailler ces histoires et comment les tester. Donc voilà. La vision, donc la première couche de l'oignon. Cette vision-là, en fait, c'est quelque chose qui est très très important. Il faut savoir que les projets, ils réussissent ou ils échouent à cause de la vision. Oui, Manon. En parlant de vision, j'aimerais savoir quelle est la différence entre vision et objectif et comment faire un plan fiable en se basant sur une vision qui comporte une immense part d'incertitude. D'accord. Donc la différence entre vision et objectif. Alors la vision, en fait, c'est cette image foudroyante qu'on a en fait à un certain moment. C'est vraiment quelque chose qu'on voit dans la tête. C'est pas vraiment un objectif. Une vision, ça va donner lieu à un ensemble d'objectifs, mais une vision, ça peut être résumé sur une phrase. Je veux faire la meilleure voiture du monde. Je veux créer un immeuble qui soit hors standard, hors norme et qui soit vraiment quelque chose de très très exceptionnel. Un exemple de vision qu'on verra ici, c'est la vision que Sam Chilas a eue en 2005 sur la création du produit qui est maintenant Google Doc. Lui, il avait cette vision-là de créer un document sur le cloud qu'une équipe peut partager. Donc, il s'est mis à travailler avec son équipe. Et au bout de 2 semaines, puisqu'il avait les idées claires, il ne voulait pas concurrencer Microsoft. Il voulait créer un document simple sur le cloud qu'une équipe peut partager. Donc, tout le monde peut mettre un commentaire sur un document qu'une équipe possède. Et au bout de 2 semaines, il sort le produit. Le produit était tellement un succès parce qu'ils ont fait cette démarche-là, cette démarche de vivre avec la vision, de continuer à évoluer le produit avec la vision jusqu'au jour où, après 10 mois, la boîte a été rachetée par Google. En fait, généralement, Google, il utilisait le produit dès la 2e semaine de création de ce produit-là parce que c'était tellement un succès, c'était quelque chose qui n'existait pas, qui avait beaucoup de valeur. On a parlé de valeur initialement, donc c'est un produit qui avait beaucoup de valeur, que Google en fait s'est mis à l'utiliser, à louer les services de Writely depuis le début, et puis au bout de 10 mois, ils ont vraiment racheté la boîte. Donc la vision, c'est pas un objectif comme on a dit, c'est juste une idée très simple, synthétique, qui est claire, avec des objectifs clairs. Alors on peut mesurer en fait cet objectif-là, et généralement une vision, c'est issu d'un ou plusieurs visionnaires, c'est des gens qui ont cette vision-là. Si on a plusieurs visions, bien sûr, il faut que ça converge, pour que ça puisse tenir sur une seule phrase. Et puis, il faut éviter ce qui se passe et qui fait que les projets, ils échouent. C'est qu'on perd la vision à un certain moment. Le téléphone cassé, pour la métaphore, en fait, c'est le fait de transmettre la vision d'une personne à une autre, du visionnaire initial vers le chef de projet, vers l'équipe. Alors, il y a une partie de l'information qui se perd et puis on perd en cours de route, en fait, l'objectif initial. Pourquoi on veut faire ce produit-là? Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la vision est la ligne directrice du projet, c'est-à-dire une sorte de repère qui nous permet à chaque fois de trancher les idées, de voir si ça correspond à cette ligne directrice ou pas? C'est très bien résumé. Moi, je pourrais pas rajouter plus. C'est vraiment la ligne directrice. Alors, ce qui est recommandé aussi, c'est de publier cette vision-là dans les espaces de travail. Donc, toute personne, en fait, qui exécute une partie de ce travail-là, il doit avoir, en fait, devant lui, dans un endroit qui est bien clair, il voit ça tous les jours, la vision du produit. Pourquoi il est en train de travailler tous les jours pour produire quelque chose? Il doit avoir cette vision-là. Et cette vision-là, elle doit guider toutes ses décisions, bien sûr. Donc, s'il est en train de décider entre 2 solutions, s'il est en train de voir par rapport à 2 options, il doit choisir l'option qui satisfait le plus la vision. Donc, c'est très bien dit, c'est très bien résumé, c'est la ligne directrice. Donc, quand on crée une vision, il faudrait qu'on la documente. Généralement, une vision, elle devrait être claire, succincte et simple. Et elle doit stipuler ce que doit faire le projet, donc quels sont les problèmes ou quelles sont les opportunités qu'on va saisir. Et elle doit être assez souple, en fait. Elle ne doit pas rentrer dans le détail. Juste donner les lignes directrices et laisser les gens qui vont créer le produit donner de la valeur par rapport à cette vision-là. Donc, avoir plus de créativité dans leur conception.
Et bien sûr, elle doit vraiment donner des critères mesurables, des critères SMART, donc petits, mesurables, atteignables, testables et indépendants par rapport au succès de cette idée-là. Donc la vision, en fait, elle doit être promue, comme on l'a dit, elle doit être diffusée, tout le monde doit la connaître. On y revient pour toute décision, pour toute priorisation, ça on en a parlé, et ça permet de remonter le moral des équipes. Les équipes qui vont vers une vision claire, ils sont souvent motivés, ils savent ce qu'ils sont en train de produire et ils savent où ils vont. Donc quand ils obtiennent cette vision-là, quand ils obtiennent un produit qui est à 70% proche de la vision, ils sont motivés parce qu'ils savent qu'ils sont en train de contribuer sur quelque chose qui est utile. Donc un exemple de vision, la vision en fait elle doit tenir sur un document en termes pratiques. Donc on définit le quoi. Par exemple ici c'est construction d'un immeuble de 2 étages contenant 6 appartements à prix concurrentiel. Donc le pourquoi, la valeur du projet, pourquoi le projet est intéressant. Parce que par exemple le prix du terrain est assez bas dans la région. Parce que la main d'œuvre est pas chère dans la région. Parce que c'est une région à forte expansion. Donc on voit en fait une opportunité ici qu'on pourrait saisir. Et les critères de succès, c'est par exemple dire que le coût de construction de l'appartement, il ne doit pas dépasser les 150 000 dirhams. Et le prix de vente minimum, il doit être de 200 000 dirhams. Et la durée de vente, elle doit être de 1 an après la construction. Donc, on mesure on mesure le succès du projet via les 3 critères, le coût de construction de l'appartement, le prix de vente minimal et la durée de retour sur investissement qui est définie ici à 1 an. Et on est en train toujours de créer notre projet par rapport à la vision initiale, c'est-à-dire de créer un immeuble de 2 étages comportant 6 appartements à un prix concurrentiel. L'intérêt de la vision, en fait, c'est de mesurer les écarts par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc, si le prix du terrain, par exemple, est de 1 million de dirhams dans cette région-là pour faire cet appartement-là, on va se rendre compte, en fait, que le prix n'est pas intéressant par rapport au prix qu'on avait fixé initialement de l'appartement. Donc, on va refuser, en fait, de prendre ce terrain-là parce qu'il est trop cher. Si on décide de rajouter une piscine, un garage, en fait, si les gens qui sont en train de construire, ils disent on a une expertise dans la construction de piscine ou de garage, on va dire non, c'est pas accordé parce que cette idée-là, cette option-là n'est pas conforme à la vision initiale. Et puis, si la construction des 2 étages n'est pas autorisée dans la région, bien sûr, on va abandonner le projet parce que ça casse tout l'objectif initial qu'on est en train de fixer. Et puis, quelle finition? Donc, on va choisir la finition. C'est un argument de vente, mais il ne faudrait pas que ça dépasse le budget initial qui est établi. Donc, le deuxième aspect de la construction d'un projet, c'est la release. Donc, c'est la deuxième couche de la planification en oignon. Et cette release-là, en fait, elle se base sur un principe, c'est que généralement, ce qui se passe dans les projets, c'est que plus le temps il dure, plus on s'éloigne de la réalité. On a une presque vie virtuelle dans notre projet, on est en train de produire des choses et on ne sait pas si ce qu'on va produire est conforme à ce que les gens attendent. Et plus la durée entre le début du projet et la production de quelque chose réel que les gens ils pourront toucher et ils pourront estimer, mesurer et donner un retour, plus il y a un problème sur le projet. Donc la release, elle vient pour casser cet aspect-là. Elle vient en fait pour confronter notre réalité à la réalité du client, à la réalité de celui qui a demandé le projet initialement. Donc si je comprends bien, c'est plus on divise le projet en petites parties, plus on a de chances d'atteindre nos objectifs et d'avoir un résultat concret du travail que nous faisons tous les jours. Bien sûr, bien sûr. C'est comme, il faut imaginer ça comme un examen. Imaginons que quelqu'un il passe juste des examens et qu'il y a la personne qui corrige derrière, et qu'il a une succession d'examens. Il va se sentir démotivé à un certain moment parce qu'il va pas savoir quel est son niveau. Alors la release, c'est le bulletin. La release, c'est la note de l'examen. C'est à un certain moment, on se dit, ok, on est prêt. On veut être jugé par quelqu'un. On peut pas s'auto-juger parce que nous, on va dire, on est bon, il y a pas de problème. Mais on est prêt à être jugé et on soumet notre travail à quelqu'un qui va émettre un jugement pour dire, est-ce qu'on est toujours sur le bon chemin? Donc, imaginons qu'on n'est pas sur le bon chemin, le retard, il sera pas très loin, en fait. On aura, en fait, un retour sur notre travail qui est de courte durée. Plus on le fait de façon fréquente, moins on a de risques de gâcher et de échouer dans le projet. Le deuxième principe,
c'est le switch entre projets, c'est travailler sur plusieurs projets à la fois. Donc généralement, en fait, c'est vraiment un gâchis. Et les gens qui travaillent sur plusieurs tâches en parallèle, on a l'impression qu'ils sont occupés, mais leur occupation, elle est contre-productive parce qu'elle contient beaucoup d'aspects euh, de concentration et de changement de concentration entre deux projets différents. Et ça, c'est pas très très productif en fait. Alors, si on a le choix entre faire une tâche, après la finir, faire l'autre tâche et faire deux tâches en parallèle, il faut toujours privilégier le choix où on fait la première tâche, qu'on la finit, et on fait la deuxième tâche. Parce que le temps n'est pas pareil. Donc faire des tâches, deux tâches en même temps, et faire une tâche, la finir et passer à la suivante, on va toujours trouver que le fait de mixer les deux tâches en parallèle, il coûte beaucoup plus de temps. Et même en qualité, en fait, ça revient avec un rendement moins en qualité. Donc le principe 3 de la release, c'est l'établissement des priorités. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut jamais tout faire et que les premières tâches, celles qui sont prioritaires, celles qui sont écrites au tout début dans un document, celles avec lesquelles on démarre le matin, elles ont plus de chances d'être finies que les tâches qu'on démarre en milieu d'après-midi. Ça, c'est une règle normale. C'est très très simple, c'est très très limpide. Alors, souvent, on s'imagine que le projet a une durée indéterminée, mais il n'a pas de durée indéterminée. À un certain moment, le client, il veut avoir sa valeur, il veut mesurer sa valeur. Même s'il ne met pas de plan particulier, il voudra avoir ce qui est produit au bout d'une certaine durée. Autant que ça soit ce qui lui donne le plus de valeur par rapport à ce qui s'attend. Donc, si on a en fait un ordre de priorité, on est plus dans la chance de produire quelque chose qui va satisfaire le client parce qu'il va lui montrer la valeur qu'il est en train d'attendre. Donc une technique de priorisation qu'on utilise souvent dans la release, c'est le planning game. C'est une technique très très puissante où les gens qui vont exécuter le travail se réunissent avec les visionnaires. Et donc ce qui se passe ici, c'est que on liste un ensemble de fonctionnalités. Donc les gens qui vont exécuter le travail, ils estiment le coût de la fonctionnalité, donc en termes de jours, de budget. Et les visionnaires, en fait, ils donnent une estimation de la valeur. Et ils essaient de voir est-ce que par rapport au coût que les gens qui exécutent ont donné, est-ce que cette valeur-là, elle tient toujours la route? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait prioriser? Quand on parle de visionnaire, est-ce que c'est plutôt des clients ou bien c'est plutôt le chef de projet qui gère l'équipe? Alors, le chef de projet, il se positionne surtout du côté exécutant. Les visionnaires, c'est les gens qui ont eu l'idée initialement. C'est les porteurs de projet. C'est les gens, c'est souvent des clients, mais c'est généralement un client, quelqu'un qui a une idée foudroyante, intéressante, sur laquelle il tient beaucoup, qui va lui ramener de la valeur. Lui, il saura la commercialiser ou il saura l'utiliser. C'est quelque chose que lui, il attend. C'est pour ça que j'appelle visionnaire. Alors, si on ne peut pas avoir le visionnaire ou les visionnaires eux-mêmes, on utilise ce qu'on appelle des proxys. Donc, c'est généralement des représentants du visionnaire ou des représentants des visionnaires qui sont vraiment imprégnés de cette vision-là, qui ont beaucoup discuté avec les visionnaires et qui savent ce qu'ils veulent vraiment et qui peuvent transmettre en même temps l'idée et la motivation du visionnaire. Parce qu'un projet, c'est deux choses. C'est une idée et c'est une motivation. Et c'est cette motivation, cette envie de réaliser quelque chose avec acharnement qui fait que les projets ils réussissent. Donc si on coupe le lien entre les visionnaires et les exécutants ils prennent des directions assez bizarres des fois, qui sont différents de ce que le visionnaire veut initialement. Et donc du coup, On ne s'approprie pas la motivation du visionnaire. voilà, il ne s'approprie pas la motivation du visionnaire, il ne s'approprie pas aussi les objectifs du visionnaire, parce que le visionnaire, en fait, il peut créer une idée qui peut être soumise à plusieurs interprétations. Et les exécutants, ils ont souvent une tendance à tourner les choses dans des aspects plutôt techniques et de rentrer ça dans la routine quotidienne de leur travail. Alors que le visionnaire, pour lui, c'est quelque chose qui est vraiment très important, qui est unique, exceptionnel, qui sera fait une fois et une seule fois. Donc c'est comment faire ce lien-là. Et ce planning game, en fait, il permet d'avoir cette corrélation-là entre la motivation des gens qui ont vu l'idée et qui attendent l'idée avec impatience et des gens qui sont en train d'exécuter, peut-être qui ont exécuté pas mal d'idées et qui ne voient pas la différence entre l'idée, cette idée-là du visionnaire et les autres idées qu'ils avaient déjà exécutées. Donc voilà. Ce qui se passe, donc, comme on a dit, c'est que les exécutants, ils donnent une mesure du coût. Donc ceux qui vont faire le travail, ils mesurent le coût, budget, effort. Et les visionnaires, en fait, ils regardent par rapport à cette fonctionnalité-là et par rapport au coût que les gens ont donné
est-ce que ça a toujours de la valeur? Et ils essaient de prioriser ça. Et finalement, on passe en revue l'ensemble des fonctionnalités qu'on voudrait avoir dans le produit et on donne une liste de priorités des fonctionnalités. Et c'est très très intéressant parce que ce qui se passe, c'est que, en donnant un exemple, par exemple, ici, on est en train d'optimiser la valeur du produit en diminuant le coût à travers ce planning game. Un exemple ici, donc on a un certain Khalid qui travaille sur une usine de fabrication d'appareils électroménagers et son boss, Youssef, qui veut mettre sur le marché un grille-pain. Alors Khalid, c'est l'exécutant, le boss, Youssef, c'est le visionnaire. Donc ce qui se passe pendant le planning game, donc Khalid, en fait, on est en train de discuter du dispositif d'éjection de pain. Donc comment on fait en sorte pour créer un dispositif d'éjection de pain qui éjecte le pain du grille-pain quand le pain est cuit et prêt à être consommé. Donc quand Youssef lui pose la question, il lui dit que ce dispositif-là, il faudra 20 jours pour l'implémenter, pour intégrer ça dans l'appareil, dans le grille-pain. Donc Youssef, il est étonné parce que lui, il voudrait pas que ça prenne autant de temps. Ça devient trop coûteux et trop lent. Alors c'est là que Khalid, en fait, il lui répond. Khalid, en fait, dans son idée, il voulait intégrer un capteur de chaleur, carrément, en fait, donc quelque chose qui mesure la cuisson du pain et de voir à quel moment, en fait, il peut éjecter le pain du grille-pain. Et c'est là que Youssef, en fait, lui répond que c'est pas important, en fait. Donc il va réduire la durée du projet juste avec cette discussion-là, parce que Youssef, il va lui proposer juste de mettre une minuterie. Et il s'en fout que le pain il soit grillé ou pas grillé. Donc si on met une minuterie, à un certain moment, le pain il va sortir du grille-pain. Et là, ça va diminuer la charge de travail, ça va diminuer les coûts, en ramenant la valeur, parce qu'on crée quand même un grille-pain. Donc au lieu de faire ça en 20 jours, on fera ça en 2 jours, et le temps il vient de nulle part. Donc on est en train de créer de la valeur en réduisant du coût. Si on n'avait pas eu cette discussion-là entre le visionnaire et celui qui va faire le travail, celui qui va faire le travail, il va partir dans la solution techniquement la plus évoluée pour lui, donc sur le dispositif d'éjection à capteur de chaleur. Donc une release, en fait, elle est composée de plusieurs fonctionnalités vendables. Donc pour le cas de la maison, par exemple, on a deux façons de faire la release. Donc la première, c'est de construire l'immeuble en entier et puis de le couper en appartements. Et la deuxième, c'est de construire les appartements un à un. Donc c'est de démarrer par le premier niveau, le rez-de-chaussée, puis le premier étage et le deuxième étage. Donc la deuxième, elle est préférée parce que la deuxième, en fait, elle nous donne une configuration où on peut vendre des appartements. Alors que la première, on est obligé d'attendre la fin du projet pour vendre l'appartement. Ça, c'est un exemple de comment on découpe les projets. Il faut vraiment arriver à découper les projets en minimum de fonctionnalités vendables. Donc, et c'est ces minimums de fonctionnalités vendables là qu'on sort dans les releases, avec l'objectif en fait de pouvoir commercialiser ça et d'avoir un retour sur investissement avant la fin du projet. Donc comment faire un plan de release qui est presque fiable, on va dire. Donc d'abord on fixe une date. Hein. C'est toujours préférable de partir sur ce qu'on a. En fait, dans les projets, dans les releases, on a deux conceptions. On a la conception où on met en place en fait une date et qu'on décide de combien de fonctionnalités on va produire jusqu'à cette date-là. Et on a une conception où on veut dire voilà un ensemble de fonctionnalités et on voudrait avoir une date où on aura fini toutes ces fonctionnalités. Donc ce qu'on appelle la time-boxed vision ou la feature-driven vision. Donc on a deux façons de voir. Ma préférée en fait c'est de partir sur une date qui est fixée et de dire combien de fonctionnalités on va produire dans cette release-là, de façon fiable. Donc dans ce cas-là, en fait, on utilise la vélocité. Et puis on introduit le risque pour pouvoir avoir des dates qui sont fiables. Donc le risque, c'est un risque qui va couvrir les aléas du quotidien, donc les réunions, les retards, les maladies, les changements de personnel, les fonctionnalités qu'on n'avait pas identifiées au tout début. Donc ça, c'est un facteur de risque qu'on va voir, qu'on introduit dans la mesure de notre plan pour avoir des plans qui sont fiables. Donc comment bien définir et comment quantifier en fait une histoire? C'est une méthode en fait qui a été proposée par Tom DiMarco qui se base en fait sur le pourcentage de réussite d'une fonctionnalité ou le pourcentage de fiabilité d'une date. Donc si on veut donner une date qui est fiable à 10%, on a un facteur qu'on va appliquer. Si on veut donner une date qui est fiable à 50%, on a un autre facteur qu'on va appliquer. Et si on veut donner
une date qui est fiable à 90%, on a un autre facteur qui est appliqué. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux colonnes, il y a rigoureux et risqué. Alors, ce monsieur-là, en fait, il dit que le risque de retard sur les projets ou le risque d'incertitude par rapport à la date de livraison d'une fonctionnalité, il dépend de l'environnement de travail, ce qui est assez normal. Donc, si on est dans un environnement qui est rigoureux, c'est défini par un rythme de livraison qui est assez constant et par un nombre de défauts et de soucis qui se passent après la mise en production qui est assez maîtrisé, par opposition à un environnement qui est risqué. Donc, dans le système rigoureux, dans l'environnement de travail qui est rigoureux, les critères ou le facteur qu'on va appliquer, il est faible comparé aux environnements qui sont risqués. Donc voilà, la règle de calcul elle est très simple. Donc si on a en fait un nombre de cycles c'est une période de temps, et on a une vélocité, donc c'est une capacité de production, on divise ça par le facteur de risque. Donc par exemple, on voudrait savoir combien de points on pourrait produire à date fixée en ayant 10 itérations, c'est-à-dire 10 semaines par exemple, et qu'en sachant que chaque semaine on peut produire 20 points dans un processus ou dans un environnement qui est risqué. Donc c'est en appliquant la formule, donc le nombre de cycles fois la vélocité divisé par le facteur de risque. Donc on a 10% de chance de faire 200 points, 50% de chance de faire 100 points et 90% de chance de faire 50 points. Donc si on veut s'engager avec le management, on va partir sur les 50 points. On est sûr qu'on va produire les 50 points. Les 100 points, donc les 50 points qui font la différence ici, on va dire qu'on va essayer de les faire, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on va s'engager. Donc on a une idée de combien de fonctionnalités on peut produire à date fixée. Donc c'est au bout de 10 semaines. Donc voilà, on a dit le facteur de risque, il couvre un ensemble d'éléments, donc il couvre les erreurs qu'on met dans le chiffrage, il couvre en fait les fonctionnalités qui se rajoutent, il couvre les maladies, les congés, les départs en congé, les départs d'émissions et tout ça. Alors, s'il y en a d'autres risques par rapport à notre environnement, il y a d'autres méthodes de calcul qui intègrent d'autres risques en fait. Donc ça couvre uniquement les risques classiques, donc les risques normaux. Voilà, l'itération, donc l'avant-dernière couche en fait dans la planification en oignon. Donc cette itération-là, en fait, c'est composé c'est ce qui compose en fait la release. Donc plusieurs itérations font une release, et cette itération-là, elle est composée de plusieurs jours. Donc comme on l'a vu, en fait, maintenant on a une vision qui est comme une boussole, une feuille de route. On a une date de release qui est notre première destination. Et on a un ensemble de fonctionnalités estimées priorisées, selon la méthode Planning Game qu'on a vu. Donc c'est la trajectoire à suivre. Donc c'est par où on va passer, quelles fonctionnalités on va faire en premier. Donc maintenant on a besoin de planifier le court terme, on a besoin de planifier la semaine ou les 2 semaines, ce qu'on appelle l'itération, avec un peu plus de détails bien sûr, et s'engager sur un ensemble de fonctionnalités. Donc par rapport aux fonctionnalités qu'on avait priorisées, combien de fonctionnalités on va prendre pour produire sur la semaine qui vient. Donc là on met un peu plus d'effort sur la planification. Donc l'intérêt de ce travail en itération, c'est d'éviter en fait de tomber dans le problème de Parkinson qui fait en sorte que si on a un travail et que la durée elle est trop longue, le travail il a souvent tendance à prendre toute la durée qui lui a été estimée, même si le temps il est vraiment décorrélé par rapport à l'effort qu'on devait fournir. Et puis on tombe aussi dans un deuxième problème si on ne fait pas un travail en itération, c'est le syndrome de l'étudiant, c'est que on est toujours en train de faire des travaux de recherche, on ne s'attarde pas sur la fonctionnalité réelle qu'on est en train de produire, et qu'on fait un effort conséquent quand la dernière date, même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, s'approche. Donc comment mesurer combien une équipe peut réaliser, donc la vélocité. Donc c'est en fixant le temps, donc on met un cycle à une durée constante, donc c'est 1 semaine, 2 semaines, et puis en fixant les ressources aussi, donc c'est l'équipe, et les moyens de production, et on mesure la productivité de ce qui est fait réellement, pas ce qui est fait à moitié. Donc, par exemple, sur une usine de fabrication textile, par exemple, qui font des t-shirts, on va fixer la durée, c'est la semaine, on va fixer le nombre de ressources, donc c'est 3 personnes, 3 ouvrières, et donc au bout d'1 semaine, en utilisant 3 ressources, je peux produire 50 t-shirts qui sont finis, 2 semi-finis et 2 en découpe. Alors ma vélocité, elle est de 50. On oublie les 2 semi-finis et les 10 en découpe. Donc comment être sûr de l'exactitude de l'estimation? Faut savoir que les estimations, elles sont souvent incorrectes. Par contre, si les mêmes gens font l'estimation,
ce défaut-là, cette déviation, elle est constante. Les gens, ils font souvent des déviations qui sont la même, parce que comme ils ont les mêmes référentiels d'estimation, leur erreur, elle est correcte. Elle est constamment correcte. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait une erreur de 20% ou de 30% dans ses estimations, il fera toujours des erreurs de 20% et de 30% dans ses estimations. Donc, si on a une équipe qui est comme ça, on peut mesurer cette erreur-là. On peut mesurer cette marge d'erreur-là. Et ce qui est bien, c'est que on ne doit pas se préoccuper de l'erreur qu'on fait, puisque on va toujours corréler en fait cette erreur-là avec la production réelle. Donc les gens qui veulent faire un travail, ils vont faire une estimation. Cette estimation-là, on sait qu'il y a une marge d'erreur dedans. Et on mesure, donc on les croit sur parole, donc il y a un travail à faire. Ils estiment que tout ce travail-là, il pourra être fait au bout de 2 semaines. On leur donne le bénéfice du doute. Ils sont en train d'exécuter ce travail-là. À la fin des 2 semaines, on vérifie ce qui est vraiment fait. Et c'est là qu'on corrige en fait nos estimations initiales. Donc pour donner un exemple, imaginons par exemple en fait que on estime qu'on va faire sur une durée, on va faire 25 points sur 15 jours. À la fin, on a tout fini et puis on rajoute une fonctionnalité de 5 points. Donc ce qui nous fait une vélocité de 30 points. On s'était trompé sur l'estimation initiale. C'était une estimation qui était surévaluée. Donc on l'a corrigé en cours de route en rajoutant quelques points. Alors on va voir comment ça se régule. Hein. Le deuxième sprint, le deuxième cycle, la deuxième itération, on a estimé notre production à 30 points en se basant sur la dernière estimation. Et on a travaillé. Par contre, on n'a pas fini. Donc on va enlever 5 points. Donc ce qui nous fait une vélocité de 25 points. La vélocité a encore corrigé une deuxième fois la sous-estimation. Parce qu'on avait sous-estimé le travail. On supposait qu'on pouvait faire 30 points. Donc il y avait une erreur d'estimation ici. Et on l'a corrigé avec la vélocité. En croisant notre estimation, c'est notre prédiction, c'est la fiction, avec la réalité, ce qui est vraiment produit. Donc plus on avance dans le projet, plus on est en mesure d'avoir de meilleures prédictions. Exactement. C'est ça qui est bien. Parce qu'en fixant la durée, en fixant les ressources et en faisant la moyenne de toutes les prédictions qu'on a fait, on a une production qui est fiable. Donc c'est comme ça qu'on a de la fiabilité. Donc ici, en fait, la première fois, on avait estimé à 25, on s'était trompé. La deuxième fois, on avait estimé l'effort à 30, on s'était trompé. En faisant la moyenne entre 30 et 25, on a une moyenne de 27,5, qui est très proche de la réalité, qui se rapproche. Si on avait fait 27,5 lors de la première itération et 27,5 lors de la deuxième itération, on serait vraiment exact. Et on n'aurait pas de décalage par rapport au planning qui était fixé. Et donc ça marche parce qu'on fonctionne avec une durée fixe, avec des ressources fixes, et parce qu'on mesure ce qui est vraiment fait, pas ce qui est fait à moitié. Voilà. Donc le jour, la dernière composante de l'oignon, hein, c'est comment s'assurer de l'exactitude du plan au jour. C'est en collaborant tous. Donc comme j'ai dit au tout début, en fait, l'un des principaux problèmes que j'ai constaté dans les projets, c'est que les gens ils communiquent pas dans les projets. Ils sont assis ensemble, mais chacun est dans son monde en train de faire son travail, indépendamment des autres membres de l'équipe. Le deuxième problème, en fait, c'est que on ne pense pas vision pendant la journée. On ne pense pas vision pendant la journée et on ne regarde pas quelles sont les alternatives qui peuvent réduire le coût et faire en sorte que la vision est atteinte. Et puis, quand on fait un travail, on ne le réalise pas complètement. On fait une moitié de travail et donc ce qu'il faut que ça augmente en fait le travail qui est en cours et ça fait que les projets en fait ils prennent du retard. J'ai cité en fait une phrase en fait que Di Marco en fait il utilise beaucoup. En fait, il dit dans notre secteur qui est l'informatique, l'informatique est plus de la sociologie que de la technologie en fait, parce que la technologie a été faite par ceux qui l'ont inventée. Nous n'en sommes que des consommateurs en fait. On consomme des outils qui ont été créés, même si on fait des outils informatiques, mais on se base sur un langage qui est établi par d'autres personnes. On se base sur des serveurs qui sont créés par d'autres entreprises. Donc, lui, il dit que tout informaticien qui se respecte, il doit maîtriser l'outil de travail essentiel qui est la communication et la sociologie. Donc, c'est comment communiquer avec les gens, comment savoir ce que les autres ils font et comment réaliser ensemble l'objectif initial qui est la vision. Donc, une synthèse. Donc, il faut se rappeler que l'oignon, en fait, c'est une stratégie efficace de planification, pas qu'un légume.
Faut se rappeler aussi que plus on rentre dans les couches basses de l'oignon, donc la release, l'itération, le jour, plus on fait d'efforts sur l'estimation et la conception, et plus on fait de collaboration. Et il faut se rappeler aussi que pour s'engager à 90% sur une estimation, donc là on fait la différence entre engagement et estimation, il faut intégrer les aléas du quotidien. Donc les maladies, les retards, les congés, les erreurs qu'on a fait dans l'estimation initiale, et puis les fonctionnalités et les surprises qui viennent en cours de route. Il faut se rappeler aussi qu'on peut toujours estimer avec précision en comparant la réalité, ce qui est produit, avec la prédiction, ce qu'on a défini initialement, sous réserve de fixer bien sûr la durée et l'équipe. Et puis, il faut prendre toujours en considération la vision pour éviter le déraillement. Le déraillement de la vision, il fait en sorte que les projets et les plans, ils échouent. Donc, on fait plus d'efforts, mais c'est un effort qui est décorrélé de la vision. Donc, on est obligé de refaire cet effort-là et on déraille du plan initial.